Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravies de vous accueillir pour la web découverte 7e Académie, plastique et composite, recyclé ou biosourcé. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler plastique et composite recyclés ou biosourcés. Les matériaux et leurs caractéristiques évoluent et constituent un facteur d'innovation majeur. Ils constituent également un facteur de compréhension de phénomènes liés à la dégradation et aux défaillances. Découvrez les options existantes pour limiter l'empreinte environnementale des matériaux polymères. Cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Monsieur Frédéric Ruche, expert au CETI. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Ruche, je vous laisse la parole, c'est à vous. Merci, Monsieur Souma. Bonjour à toutes et à tous. Donc, ainsi que Monsieur Souma vient de le dire, donc en guise d'introduction, donc on va parler effectivement de matières plastiques et de matériaux composites recyclés ou biosourcés. L'idée étant d'essayer de cerner d'un peu plus près le sujet pour voir s'il convient en termes de développement industriel, de s'orienter davantage vers une solution recyclée ou une solution biosourcée. Enfin, je ne vais pas vous dévoiler le sujet avant l'heure. Je vais commencer par procéder donc, dans l'ordre. Donc en vous parlant, alors j'ai juste un petit problème d'animation, je vous prie de m'excuser. Voilà. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc je travaille au 7e Grand Est depuis une vingtaine d'années maintenant. Historiquement, en fait, le 7e Grand Est travaillait dans le domaine de l'analyse de défaillance et de l'expertise des matériaux, plastiques et composites. Depuis une petite dizaine d'années maintenant, au niveau de la R&D, on s'intéresse d'un peu plus près au sujet du recyclage des plastiques et des composites. D'où justement les noms des clients accompagnés qui apparaissent ici. Donc concernant l'ADEME et PAPREC plus spécifiquement, donc avec qui nous avons pu, je dirais, travailler par le passé sur différents sujets en lien avec le recyclage. Au niveau de l'activité en fait du 7e Grand Est, alors là on ne voit que des noms qui sont connus, voire très connus, mais sachez au quotidien qu'on travaille aussi bien avec des multinationales que des PME de 25 personnes. Donc, je dirais qu'on est au niveau des prestations qu'on peut offrir. On arrive justement à vous proposer en fait un éventail de services qui peut être assez large en lien avec le développement durable et le recyclage, ou en lien, on va dire, avec, je dirais, le domaine technique de façon un peu plus traditionnelle. Bien, donc la première partie de ce webinaire porte donc sur les contextes marché et enjeux. Alors initialement, cette slide portait la mention contexte marché et enjeux industriels. Là, on va essayer d'élargir un peu le débat parce qu'on va parler d'enjeux industriels, mais avant ça, on va parler, je dirais, en amont d'enjeux environnementaux, économiques et donc par la suite seulement d'enjeux industriels. Donc, puisque je dirais, ces différents aspects sont liés les uns aux autres, et je voulais quand même débuter en fait la présentation par la problématique principale, qui est bien une problématique environnementale et pas une problématique industrielle. Alors, quelques éléments de contexte par rapport au marché des plastiques et des composites. Donc, ces 2-3 slides, j'avais déjà eu l'occasion de les présenter lors de webinaires précédents. Alors, peut-être que certains ou certaines parmi vous les ont déjà vus. Malgré tout, évidemment, les chiffres restent les mêmes. Alors, par rapport à la consommation mondialisée des plastiques et composites, donc au niveau du marché des plastiques, alors qui concerne principalement les thermoplastiques, on est à peu près à 350 millions de tonnes par an. Avec un peu moins de 20% donc
cette consommation qui est concentrée en Europe. Concernant le marché des composites, on n'est pas tout à fait dans le même ordre de grandeur, comme vous pouvez le constater. Donc on est aux alentours d'une dizaine de millions de tonnes par an, avec là, pour l'Europe du moins, une part un peu plus importante par rapport au marché de la plasturgie traditionnelle. Alors peut-être juste, je dirais, une définition très rapide de ce qu'on entend dans le cadre de cette présentation par plastique d'une part et par composite d'autre part. Donc les plastiques, on entend par là principalement les thermoplastiques, donc les matériaux qui sont mis en œuvre par des procédés d'injection, extrusion, etc. Concernant les composites, on entendra plutôt en fait l'association d'une résine thermoplastique ou thermodurcissable avec un renfort long ou continu. Donc avec du tissu, du mat, ça peut être du verre, du carbone, quel que soit le renfort. Mais on est en fait au niveau des propriétés des matériaux composites à des niveaux de rigidité, de résistance mécanique, un cran au-dessus de ce qui peut se faire dans le milieu de la plasturgie, même avec des renforts et des charges de faible longueur. Donc on a là en fait pour les plastiques comme pour les composites, on a je dirais historiquement deux industries qui étaient assez séparées les unes des autres et qui ont tendance maintenant à converger au niveau de leur technologie, mais j'aurai l'occasion de revenir là-dessus un peu plus tard. Donc consommation mondialisée, plastique et composite dans les deux cas une production en forte croissance. Donc là aussi sur cette slide, enfin sur ce graphique, vous voyez représenter les deux tendances concernant ces deux types de matériaux. Donc une très forte croissance concernant les matières plastiques traditionnelles, croissance encore beaucoup plus spectaculaire, je dirais, qu'au niveau des composites, bien que les volumes soient beaucoup plus importants. Donc là, la production en 2015 était de l'ordre de 320, actuellement on est à peu près à 350. Ceci dit, comme on peut l'imaginer, l'année 2020 va certainement connaître, on va dire, un arrêt, voire une régression au niveau de la consommation mondiale de ce type de produit, pour les raisons que vous pouvez imaginer. D'ailleurs, sur ce graphique, vous pouvez constater justement différents incidents ou accidents de parcours, avec là en particulier la crise de 2009-2010 qui est assez bien représentée. Donc au niveau justement de la chute de consommation de matière, avant, je dirais, un nouveau départ une ou deux années plus tard. Et on peut voir aussi, donc un peu plus, en remontant un peu plus le passé, les deux crises pétrolières, hein, celle de 79 et celle de 73-74, qui apparaît aussi assez nettement donc, sur ce graphique. Concernant les composites, donc on a une progression qui est relativement forte de l'ordre mais de 3 à 4% par an. Donc encore une fois, le rythme n'est pas équivalent à celui des plastiques, bon, pour tout un tas de raisons. Une raison parmi d'autres étant le niveau de maturité enfin la différence de maturité qui peut exister, maturité au sens industriel entre les plastiques et les composites, puisque les plastiques sont des matériaux qu'on a découverts et qu'on a commencé à exploiter au tout début du XXe siècle. Alors après, je dirais que leur utilisation s'est vraiment généralisée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, au début des années 50, comme on peut le voir sur le graphique, puisque là, on était à peine à 1 million de tonnes par an. Concernant les composites, ces matériaux sont apparus un peu plus tardivement, au milieu des années 60, début des années 70, donc avec encore une fois des technologies complètement différentes de celles des plastiques. Et donc, ça explique en partie pourquoi justement on n'a pas eu, je dirais, un développement aussi fort donc sur les composites que sur les plastiques. Alors quelques informations là aussi très générales au niveau des usages des plastiques comme des composites. Donc là j'ai repris en fait des informations assez générales qu'on peut récupérer donc d'Eurostat comme des GIEC, donc concernant les composites. Donc, ce qu'il faut simplement retenir de cette slide, le but évidemment, c'est pas de la commenter dans le détail, mais concernant les plastiques comme les matériaux composites, on va retrouver en fait ces matériaux dans tous les domaines, toutes les applications, tous les marchés. Donc, aussi bien les marchés, on va dire, industriels que ceux qui sont liés, je dirais, à la consommation au quotidien.
avec une particularité donc concernant les plastiques, une grosse partie, donc presque la moitié du volume, consacrée évidemment au conditionnement à l'emballage. Et en fait, quelque part, ces marchés vont conditionner un certain nombre de choses par rapport à la valorisation de ces produits une fois qu'ils arrivent en fin de vie. Donc, c'est ce que je vais vous présenter donc dans la slide suivante, oui, si mes souvenirs sont exacts. Donc, jusqu'à présent, je vous ai présenté les points communs qui pouvaient exister entre ces deux types de matériaux. Maintenant, je vais peut-être essayer de faire ressortir ou de mettre en avant les différences. Alors, non pas en parlant du marché mondial, je n'ai pas forcément tous les chiffres, mais en parlant du marché français, qui est, on va dire, représentatif déjà du déséquilibre qu'il peut y avoir en termes de production entre plastique et composite, et représentatif aussi au niveau des utilisations qui sont faites de ces matériaux. Donc, concernant les matières plastiques, en termes de consommation, on est à peu près à 4,5 millions de tonnes par an. Et en même temps, c'est encore une fois une des particularités de ce type de matériaux. En même temps, la même année, on produit 3,5 millions de tonnes de déchets. Donc ça, c'est vraiment encore une fois une caractéristique forte des matières plastiques. On va voir justement que la situation est complètement différente concernant les matériaux composites. Bon, le marché est beaucoup plus petit, 300 000, 350 000 tonnes par an. Et au niveau de la consommation. Et au niveau de la production de déchets, on voit qu'on a évidemment des déchets qui sont issus de produits en fin de vie, déchets de consommation, etc. Mais on voit qu'on a un gisement qui est beaucoup plus petit, donc en fait au niveau des composites, comparé à la situation des plastiques. Alors ça va donner quelques indications assez fortes sur justement sur la suite de la présentation. On peut voir en fait déjà en ordre de grandeur qu'on a, en raisonnant uniquement en termes de déchets, on a un facteur 100 de différence entre les déchets plastiques et les déchets composites produits en France chaque année. Donc les conclusions de ça, c'est que les matières plastiques, en raisonnant vraiment de façon très, très macroscopique, donc les plastiques sont plutôt destinés à des marchés de masse et ce sont des produits à durée de vie courte, voire très courte. N'oubliez pas qu'une grande partie justement de ces matières plastiques sont utilisées dans le conditionnement et l'emballage. Alors que les composites sont des matériaux, de toute façon, qui à la base sont déjà plus chers à élaborer. Donc, ils sont plutôt destinés à des marchés de niche, on va dire, par rapport à celui des plastiques, et plutôt destinés à des applications, des utilisations de longue durée, puisqu'il est très fréquent, en fait, en termes de réalisation, d'avoir des pièces ou des structures en composite avec des durées de vie de 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire même au-delà. Pour vous donner simplement un exemple parmi d'autres, bon, une coque de bateau en composite, de bateau de plaisance, la durée de vie statistique, c'est de l'ordre de 30-35 ans. Voilà. Dans le domaine ferroviaire, toutes les parties composites qui sont présentes dans les wagons, c'est de l'ordre d'une trentaine d'années. Pareil dans le domaine de l'aéronautique. Donc on a des matériaux qui à la base sont relativement onéreux, mais qui s'amortissent, si on peut dire comme ça, qui s'amortissent sur la durée. Et c'est encore une fois une grosse différence qu'on peut constater avec le marché des matières plastiques. Alors voilà pour le contexte marché. Donc gardez ces quelques chiffres en tête, ou s'il ne faut retenir qu'un chiffre, c'est peut-être celui-ci. Donc un facteur 100 de différence au niveau de la taille du gisement de déchets entre plastique et composite. Donc là, vous comprenez que justement au niveau de la filière industrielle et même du niveau de maturité de la filière industrielle, entre celui qui va collecter, qui hésite, on va dire, entre une collecte sur le marché des plastiques ou une collecte sur le marché des composites, avec ces chiffres-là, je dirais que le calcul est vite fait. Concernant maintenant les enjeux, donc j'ai voulu commencer par les enjeux environnementaux et j'ai voulu commencer en fait cette présentation par quelques chiffres. Donc là, ils sont tous inférieurs à 100, enfin quelques nombres. Ces nombres en fait représentent des années. Donc des années d'exploitation potentielle
en termes, je dirais, de réserves, enfin de ressources de matières premières. Donc ils sont inférieurs à 100, ça veut dire que ce sont des durées qui sont, je dirais, compatible avec une durée de vie humaine. Donc on n'est pas en train d'exprimer, de parler de choses, d'échéances, on va dire vraiment très très lointaines, de raisonner à plusieurs siècles, voire même à plusieurs millénaires. Donc on a quand même des échéances, on n'a pas d'urgence absolue, mais ce sont quand même des échéances qui sont relativement courtes. Et donc en fait ces nombres représentent encore une fois les années de réserve potentielles, justement pour les différents éléments chimiques que vous voyez apparaître là sur la partie droite de la slide. Donc réserve en plomb, en uranium, cuivre, zinc, fer et pétrole. Alors là, dans le cadre de cette présentation, évidemment, c'est plutôt la réserve de pétrole qui nous intéresse en priorité. Donc ce sont des chiffres aussi, vous remarquerez ça au passage, qui sont relativement anciens. Voilà, les ordres de grandeur restent à peu près les mêmes. Il n'y a pas eu de révolution, je dirais, dans l'intervalle. On n'a pas découvert nécessairement de champs pétrolifères supplémentaires qui nous assureraient une consommation de pétrole brut pendant plusieurs siècles. Donc les ordres de grandeur restent les bons. Et concernant ces réserves de pétrole, encore une fois, sachant que la quasi-totalité des plastiques et des composites, enfin je parle de la résine, ici sont issus justement du pétrole. On a, enfin c'est pas qu'on a un problème, mais on doit conserver à l'esprit que les ressources, donc comme je l'ai noté, en matière comme en énergie, sont relativement limitées. Voilà. Et qu'on peut pas ou on ne peut plus forcément raisonner comme on le faisait il y a 20 ans, 50 ans, ou même un siècle auparavant. On ne peut plus raisonner comme si justement les ressources, les matières premières étaient accessibles et disponibles en quantité illimitée. Alors, ceci, ça va avoir justement une incidence sur ce que je vais vous présenter par la suite. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous communique en fait quelques informations. Donc là, ces données sont tirées d'un ouvrage de Pierre Langlois qui s'appelle Rouler sans pétrole, une étude prospective, alors qui est très sérieuse. Hein, ce n'est pas une étude à charge, on va dire, contre l'exploitation minière. Hein, donc, c'est une analyse rigoureuse, on va dire, de données scientifiques qui sont données par les pétroliers eux-mêmes et par les exploitants de mines eux-mêmes. Et pour en savoir plus, vous avez un document aussi très intéressant qui a été édité par l'ADEME en juin 2017, justement sur l'épuisement des métaux et des minéraux. Est-ce qu'il faut s'inquiéter ou pas par rapport à la disparition de ces ressources? Donc là, je dirais que le rapport de l'ADEME est peut-être un peu plus nuancé, effectivement, que le rapport précédent. Donc, ce ne sont pas les chiffres en tant que tels qui font vraiment débat, mais plutôt la façon dont on peut les interpréter. Voilà, donc je ne voulais pas forcément aller plus en détail sur le sujet, ça n'est pas non plus ma spécialité. Je voulais juste attirer votre attention là-dessus. Donc en fait, de cette disponibilité limitée, encore une fois, en ressources, en matière, en énergie, vont découler en fait un certain nombre de choses. Donc là, j'ai parlé d'enjeux environnementaux. Par rapport au plastique et au composite, donc si on restreint simplement la réflexion au plastique et au composite, et il y a déjà évidemment énormément de choses à faire dans ce domaine, se pose la question comme je l'ai noté, d'une nécessaire recherche d'alternatives aux matériaux pétrosourcés. Voilà. Donc en fait, là, je vous ai simplement mis une photo représentative de pièces en plastique. Alors celles-ci ne sont même pas injectées, d'ailleurs, elles sont usinées, mais peu importe. Donc, ça n'est pas forcément d'ailleurs une photo qui est représentative de l'usage qui est fait des matières plastiques, puisqu'on va plutôt les retrouver dans le conditionnement et l'emballage que dans des applications techniques. Mais bon, sachant que c'est une présentation CETIM plutôt orientée, on va dire, mécanique, j'ai préféré vous présenter des pièces un peu plus techniques, on va dire, que la normale. Et l'idée, en fait, peu importe, je dirais, l'application, que la matière soit utilisée à des fins comment dire, techniques ou dans la grande distribution, le sujet va se poser dans les mêmes termes. L'idée, encore une fois, c'est de trouver des alternatives à ces matériaux traditionnels qui sont exploités maintenant à grande échelle depuis à peu près 70 ans et de s'orienter petit à petit
Alors, j'ai pas dit directement s'orienter vers le tout recyclé ou le tout biosourcé, parce qu'en fait, là, évidemment, la réalité est un peu plus complexe que ça. J'ai simplement noté de façon un peu plus générale qu'il faut s'orienter progressivement vers justement des matériaux à faible empreinte environnementale. Donc, faible empreinte environnementale, c'est un terme qui est un peu plus générique et qui permet peut-être d'intégrer même davantage de notions que simplement celle du recyclage ou celle des plastiques biosourcés. Je vous montrerai des illustrations donc en lien justement avec ces notions de matériaux à faible empreinte environnementale. Alors concernant les enjeux économiques, donc puisque j'ai consacré 2 slides aux enjeux environnementaux, alors suite justement à cette disponibilité limitée en matière comme en énergie, quelles sont les conséquences en fait sur le plan économique? Alors, je me suis contenté de quelques mots-clés. J'ai parlé simplement du fait de repenser, de la nécessité de repenser le modèle historique de développement. Alors, c'est facile à dire, évidemment, c'est beaucoup plus complexe à réaliser. Malgré tout, je dirais qu'en termes de réflexion, on a quand même fait un peu de chemin depuis ces 20 dernières années, depuis ces 10 dernières années surtout. Donc le modèle historique de développement, évidemment, vous le connaissez toutes et tous. Donc c'est un modèle classique de développement, donc où on extrait en fait des matières premières, on les transforme à grande échelle, donc sous forme de produits qui vont être consommés puis jetés, sans valorisation supplémentaire une fois que le produit arrive en fin de vie. Donc c'est le mode de développement, enfin c'est le modèle économique dit linéaire. Donc je pense que le schéma est suffisamment parlant en tant que tel. Et donc là, pour les raisons que je viens d'évoquer auparavant, il faut trouver effectivement une alternative à ce modèle économique de croissance infinie, alors que nos ressources elles-mêmes sont finies. Donc, depuis quelque temps, donc l'idée est de passer justement progressivement. euh, ça ne va pas se faire non plus effectivement en 6 mois ou en 1 an. Ça a beaucoup d'incidences, comme vous pouvez l'imaginer. Alors aussi bien au niveau industriel qu'au niveau des usages, qu'au niveau économique aussi. Mais l'idée générale est quand même de passer d'un mode de développement, enfin d'une économie dite linéaire, à une économie circulaire. Alors l'économie circulaire, ça n'est pas seulement l'image d'Épinal qu'on peut avoir en tête, où quand on raisonne plastique, on sait qu'en jetant en fait sa bouteille de PET dans le bac prévu à cet effet, cette bouteille va elle-même connaître une seconde vie sous forme de bouteille plastique. C'est un peu plus élaboré, je dirais, un peu plus complexe que ça, le modèle économique circulaire. Et vous avez un document qui a été édité par l'ADEME récemment, donc sur la prévention et la gestion efficace des ressources, qui est repris donc dans ce schéma avec les 3 couleurs, donc en bleu, vert et orange. Donc en fait, l'ADEME communique sur les 3 domaines de l'économie circulaire, donc qui apparaissent ici, et ces 3 domaines s'appuyant eux-mêmes sur ce que l'ADEME appelle les 7 piliers donc, de l'économie circulaire. Et les 7 piliers, ce sont justement les quelques mots clés qui apparaissent ici: exploitation et achat durable, éco-conception, écologie industrielle et territoriale, etc. Donc là, évidemment, on n'a pas le temps matériel de tout détailler ici. Moi, je voulais juste insister peut-être sur 2 piliers parmi les 7 qui sont présentés ici. C'est le pilier qui est lié évidemment au recyclage des matériaux et celui qui est lié à l'éco-conception. Et là, en fait, concernant le recyclage, aussi bien que l'éco-conception, le groupe CETIM en fait a un certain nombre, je dirais, de qualités ou de compétences qui peuvent être mises en avant et mises au service des entreprises. Donc j'aurai l'occasion de décliner ça évidemment par la suite. J'avais juste une petite remarque aussi à faire par rapport à cette slide. Donc en fait, les 3 domaines donc de l'économie circulaire, ça ne reprend ni plus ni moins que les préconisations de l'Union européenne dans le domaine de la gestion des déchets depuis pas mal d'années maintenant. Alors j'ai plus précisément de chiffres en tête, mais ça doit faire une petite dizaine d'années que l'Union européenne, en termes de gestion des déchets, préconise en fait la réduction à la source des déchets, la réutilisation et le recyclage. Réduire, réutiliser, recycler.
Donc c'est peut-être un slogan que vous avez entendu, que vous avez peut-être entendu ou lu donc dans différents documents. Et en fait, ce slogan réduire, réutiliser, recycler est décliné en fait au travers de ce schéma avec un certain nombre de précisions justement sur ce qu'on entend par réduire, sur ce qu'on entend par réutiliser, et sur ce qu'on entend aussi par recycler. Donc il y a énormément, encore une fois, de notions qui sont associées à ces trois principes. Là, je te parlerai un peu plus en détail peut-être que de recyclage et d'éco-conception, sachant que les autres domaines alors, sont aussi très intéressants, hein, mais je dirais qu'en termes d'accompagnement des industriels et même au niveau de l'activité industrielle, donc là, ce sont plutôt les deux piliers qui sont encadrés en rouge, donc qui vont faire l'objet justement de travaux spécifiques, on va dire, au niveau industriel. Et c'est ce pourquoi, en fait, le groupe CETIM s'est positionné sur ces deux domaines. Une dernière petite remarque par rapport à cette slide toujours, avant que je n'oublie. Au niveau des sources d'information, donc là, le schéma de gauche donc de l'économie linéaire est issu en fait d'une présentation que j'ai récupérée d'un site de l'EDEC. Alors l'EDEC, c'est un site québécois, donc c'est l'Institut de l'environnement, du développement durable et de l'économie circulaire. Et l'ADEME, bon l'ADEME évidemment c'est quand même un peu plus connu, donc c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en France. Disons qu'entre l'EDEC et l'ADEME, on a en fait des organismes publics donc de part et d'autre de l'Atlantique, qui ont globalement, on va dire, les mêmes missions et qui sont vraiment de précieuses sources d'informations. Là, j'en profite au passage pour faire un peu de pub aussi pour l'ADEME en particulier. Vous trouverez en fait énormément d'informations, aussi bien techniques qu'économiques, sur le sujet justement du développement durable, du recyclage, etc. Alors les enjeux industriels, maintenant on y vient. Concernant les plastiques et les composites, donc en fait, dans les années qui viennent, alors certains évidemment ont déjà anticipé, d'autres entreprises vont évoluer dans les années qui viennent dans le même sens. Il n'y aura pas nécessairement de révolution, mais il y aura très certainement une nécessité, on va dire, d'adaptation par rapport, encore une fois, à ces nouveaux enjeux environnementaux et économiques. Alors pour raisonner, je dirais plutôt avec des termes qui sont utilisés dans l'industrie, donc on va plutôt raisonner en termes de développement produit. Qu'est-ce qui pourrait changer justement à court ou moyen terme? Du moins pour les entreprises qui feraient le choix de réduire en fait leur empreinte environnementale, puisque le sujet principal évidemment est là. Au niveau de la conception produit, donc là aussi, cette slide, j'avais déjà eu l'occasion de la présenter. Bon, là, on est dans une démarche évidemment qui est très classique, avec la production d'un cahier des charges produit pour une application bien précise. Donc là, pour ceux évidemment qui travaillent en bureau d'études, c'est quelque chose que vous connaissez par cœur. Et associé en fait à ce cahier des charges, arrivera, je dirais, tôt ou tard, le besoin de définir en fait un matériau ou plusieurs matériaux, ainsi qu'un procédé ou plusieurs procédés qui permettront donc de fabriquer le produit en question, peu importe son application. Donc ça, c'est ce qui peut être dit, je dirais, de façon, encore une fois, très très générale. Par rapport à l'usage justement davantage de matériaux recyclés ou biosourcés, on n'a pas forcément une remise en cause justement de ce type, de ce mode de fonctionnement, on va dire, de ce mode de développement. Il y aura simplement une évolution, encore une fois, et une adaptation. Et donc, en fait, on va migrer progressivement donc, de la slide de gauche à la slide de droite. Donc, comme vous pouvez le voir à première vue, effectivement, elles sont identiques, si ce n'est qu'on ne parle plus forcément de conception produit, mais plutôt d'éco-conception produit, plus forcément de matériaux, mais d'éco-matériaux, et pareil pour les procédés. Voilà. Alors ça ne veut pas dire nécessairement que toutes les entreprises vont cocher toutes les cases, que toutes les entreprises vont à la fois faire de l'éco-conception en utilisant des éco-matériaux et des éco-procédés de transformation. Évidemment, il y a un certain nombre de contraintes économiques, vous pouvez l'imaginer, qui empêcheront en fait de basculer donc d'un système dit classique qui fonctionne maintenant depuis plusieurs décennies à ce type de système.
Par contre, une entreprise, tout en conservant, je dirais, des matériaux traditionnels et des procédés traditionnels, une entreprise peut délibérément faire le choix justement de l'éco-conception. Et l'éco-conception, ça ne veut pas forcément dire, ou ça ne veut pas seulement dire utiliser des matières recyclées ou biosourcées, ça va bien au-delà. Donc, à ce titre, pour parler justement, enfin concernant l'éco-conception, je vous ai mis une petite astérisque pour vous renvoyer en fait vers un site d'une société, d'une structure qui s'appelle Ecodesign, Ecodesign Studio, pardon. C'est une société qui a co-développé en fait avec le CETIM un logiciel d'éco-conception qui s'appelle Altermaker. Donc ce logiciel, enfin la version pilote, je dirais, de ce logiciel avait été élaborée de longue date au niveau du pôle production industrielle durable au CETIM de Saint-Étienne. Et donc là, il y a quelques années de ça, donc le CETIM avait décidé de co-développer avec un acteur privé, donc un logiciel peut-être un peu plus ergonomique, un peu plus convivial. Et donc sachez simplement que c'est un co-développement qui a été réalisé donc avec le concours du CETIM. Et donc concernant justement aussi bien l'éco-conception, les éco-matériaux que les éco-procédés, en fait le CETIM est susceptible de proposer une ou plusieurs solutions. Donc là, je viens de parler effectivement de l'éco-conception. Concernant les éco-matériaux, au niveau du site du centre associé du groupe CETIM, au CETIM Grand Est. Donc en fait, vous avez deux technologies qui sont développées, donc qui permettent de recycler, de revaloriser des déchets plastiques et composites thermoplastiques. Donc sont élaborés à partir de ces technos des écomatériaux, donc des matériaux à faible impact environnemental, donc qui font l'objet justement en interne de, de développement. Au niveau des éco-procédés, de la même façon, le CETIM aussi est assez actif sur le sujet, parce que je viens de parler donc auparavant des technologies donc Thermosaïque et Thermoprime. Donc là, ces technologies sont vraiment dédiées, encore une fois, au recyclage des plastiques et composites, mais on peut aussi mettre dans les éco-procédés d'autres technologies qui sont développées au niveau du groupe CETIM. J'entends par là la technologie QSP, donc qui est en fait une technologie qui permet de produire des composites à matrice thermoplastique, composites de grande taille à grande cadence au niveau de la plateforme qui existe donc au CETIM de Nantes. Donc au niveau du Technocampus. En termes d'éco-procédés, oui, alors pardon, pourquoi je vous parle de la technologie QSP? Parce que c'est une technologie qui, contrairement à beaucoup d'autres technologies de transformation des composites thermoplastiques, ne produit que très peu de déchets. Donc voilà pourquoi on peut l'assimiler aussi à un éco-procédé. Dernier exemple en lien avec des éco-procédés, là je pense à la fabrication additive évidemment, qui ne permet de consommer que la juste quantité nécessaire de matière pour fabriquer un objet, une pièce donnée. Donc le CETIM aussi est très actif sur le sujet. Donc il existe deux centres techniques, enfin une plateforme donc au niveau du plateau de Saclay, si mes souvenirs sont exacts, et une plateforme aussi au niveau du CETIM de Saint-Étienne. Donc vous avez des compétences très pointues dans le domaine, encore une fois, de la fabrication additive. Alors, fabrication additive plutôt orientée matériaux métalliques. Ceci dit, il y a des choses aussi très intéressantes qui se font dans le domaine aussi bien des plastiques, d'ailleurs, des thermoplastiques, que des composites. Donc, concernant les matières plastiques, vous avez justement des technologies de fabrication additive qui font appel à des poudres donc issues de matrices techniques type PIC, polyéthérémide, etc. Donc, ce sont des matières à forte valeur ajoutée, plutôt dédiées à des usages haut de gamme. Mais ce sont effectivement des applications là qu'on commence, enfin des pièces qu'on commence à voir apparaître donc au niveau industriel. Au niveau des composites aussi, enfin quand je parle de composites et de fabrication additive, donc là je pense en particulier à un produit qui a été développé récemment par Owens Corning, donc avec la technologie FDM, donc c'est la technologie qui permet de déposer un fil fondu donc pour former une pièce. Donc Owens Corning a trouvé le moyen, on va dire, d'enrober en fait des fibres de verre
par donc la résine thermoplastique, une base polypro, une base polyamide. Donc pour, encore une fois, avec cette technologie, élaborer des pièces avec du coup justement des niveaux de résistance très élevés, puisque cette pièce contient un fil continu, un renfort continu, donc constitué là en l'occurrence de fibres de verre. Donc il y a, en termes encore une fois de développement technologique, il y a beaucoup d'innovations qui se font. Et certaines de ces évolutions technologiques vont, je dirais, dans le même sens que la présentation d'aujourd'hui. C'est-à-dire que non seulement on arrive à produire des, des pièces à forte valeur ajoutée, un niveau de résistance mécanique élevé, etc. En plus, en utilisant, encore une fois, la juste quantité de matière nécessaire à la réalisation des produits. Alors, les enjeux industriels. Alors, la connaissance des matériaux, facteurs d'innovation et de différenciation. Alors, je vous donne quelques exemples justement en lien direct avec avec l'intitulé du jour, plastique et composite recyclés ou biosourcés. J'ai commencé volontairement par un exemple, par une illustration qui forcément va parler à tout le monde, les stylos Bic qui sont connus, qui sont mondialement connus, et qui sont bien représentatifs en fait du plastique, dans le sens où là, on a un produit qui est ultra standardisé, euh, produit et consommé à très grande échelle, c'est le moins qu'on puisse dire, et en même temps, vraiment le symbole du plastique bon marché, jetable, qu'on peut racheter, je dirais, à volonté ou presque, sans se soucier de la suite. Donc ça, c'est la solution, je dirais, pétrosourcée historique qui a été développée par BIC. Mais malgré tout, depuis quelques années déjà, justement, BIC, comme d'autres fabricants de stylos, a quand même, je dirais, constaté l'évolution du marché, l'évolution de l'attente des consommateurs et a essayé justement d'accompagner ces tendances. Donc en fait, depuis quelques années, on voit apparaître justement différentes alternatives à cette solution pétrosourcée. Donc BIC et un certain nombre de ses concurrents proposent maintenant des stylos qui remplissent la même fonction. Au niveau du cahier des charges, on est pareil. Donc solution qui va intégrer des quantités plus ou moins importantes en fait de matières recyclées. Donc là, concernant ces stylos qui ont été baptisés Écolution, là, je lis 62% de matière recyclée, donc incorporée au stylo. Alors, certains concurrents vont même au-delà en termes de pourcentage de matière plastique recyclée. Peu importe, on voit encore une fois que la tendance est là. Alors, est-ce que certains vont considérer que ça n'est effectivement que du greenwashing, ou est-ce que ça correspond vraiment justement à une tendance beaucoup plus profonde et beaucoup plus lourde? Là, je dirais que c'est l'histoire qui nous le dira. Malgré tout, je pense effectivement que la tendance est là, et même si au début, il y avait peut-être simplement la volonté de faire un coup marketing à moindre frais, je pense qu'on va s'orienter quand même durablement vers justement des solutions de ce type-là qui vont être déclinées en fait dans tous les domaines industriels. Donc BIC et ses concurrents ne se sont pas contentés de proposer justement une solution recyclée pour ces stylos. On voit aussi évidemment des équivalents biosourcés qui apparaissent sur le marché. Donc là, c'est pas forcément BIC, c'est un des concurrents, mais peu importe. Et au-delà de ces deux solutions, donc recyclées ou biosourcées, il peut y avoir, c'est pour ça que j'ai trouvé que l'exemple était intéressant, il peut y avoir d'autres alternatives. J'ai baptisé ça solution multimatériaux biosourcés, où là on associe différents matériaux, donc le corps du stylo étant en carton évidemment, les éléments complémentaires en plastique. Alors plastique recyclé ou biosourcé, là a priori c'est peut-être plutôt biosourcé. Là on voit qu'on remplit toujours la fonction initiale, mais en utilisant justement des matériaux complètement différents. Donc, par rapport à un exemple, encore une fois, qui est très simple, on voit effectivement qu'il existe des solutions, des alternatives. Euh, il n'y a pas forcément, je dirais, de solution idéale, puisque là, les trois possibilités sont sur la table concernant ce produit. Et on peut imaginer justement
je dirais, un panachage de ces solutions technologiques pour d'autres développements de produits. Alors, autre exemple, tiré du milieu aussi là, de la plasturgie, concernant des produits qui intègrent plus ou moins fréquemment des matières recyclées. Donc, j'avais déjà présenté ces photos donc lors d'autres webinars où j'avais expliqué justement qu'en termes de marché, initialement, donc l'alimentation en eau était, je dirais, trustée par les conduites en fait en fonte, que ces conduites en fonte ont été petit à petit concurrencées par des solutions thermoplastiques, par du PVC en particulier, et que le PVC lui-même a été concurrencé par d'autres types de matériaux, là du PEHD plus, enfin, plus enfin, en termes de concurrence un peu plus directe. Donc là, les producteurs, les industriels ne communiquent pas forcément ouvertement sur le sujet, mais par contre, dans ce milieu, on va dire, assez fermé, donc de la production industrielle de ces semi-produits, en fait, il est de notoriété publique, je dirais, que des matériaux recyclés, aussi bien pour le PVC que pour les PEHD, donc des matières recyclées sont incorporées justement à ces matériaux qui en termes en fait de mise en œuvre sont relativement faciles hein, parce que là on est sur des procédés d'extrusion. Donc l'astuce en fait alors là c'est une astuce qui n'a que pour but d'optimiser, je dirais, les aspects économiques de la production. Il n'y a, pas nécessairement de préoccupation environnementale derrière tout ça, faut quand même être franc. Malgré tout, le résultat est là. On arrive à la fois, je dirais, à optimiser les aspects économiques et aussi les aspects environnementaux en intégrant des matières recyclées. Alors, pour justement ceux qui s'intéressent à ces procédés de transformation, pour continuer quand même à coller au cahier des charges tout en utilisant des matières recyclées, parce que ces tuyaux en fait vont transporter de l'eau potable. Alors, on peut quand même pas faire, je dirais, n'importe quoi au niveau de l'état de surface du produit. Donc l'idée, c'est non pas de faire une extrusion simple, mais une co-extrusion en mettant en fait la matière vierge donc au niveau des parois externes du tube et en concentrant donc la matière recyclée au cœur du matériau. Et donc on arrive en fait à atteindre des taux de recyclé de l'ordre de 60 à 70%. Donc, ce qui n'est quand même pas négligeable, tout en répondant évidemment aux exigences du cahier des charges. Donc là, voilà encore une fois un exemple de réalisation, enfin, ou du moins d'utilisation là, de matières recyclées donc pour produire des matériaux, enfin des semi-produits à grande échelle. Alors, connaissance des matériaux, facteurs d'innovation et de différenciation. Là, c'est une belle illustration aussi. Donc là, on est plutôt, alors on est quasiment au stade en fait de l'industrialisation. Je voulais vous présenter donc un cas qui est quand même assez représentatif et emblématique de ce qui pourrait se passer à l'avenir dans un milieu industriel qui est très exigeant puisqu'il s'agit de la sous-traitance automobile. Là, vous avez un exemple en fait de développement de planches de bord qui intègre en fait en guise de renfort non pas des fibres de verre, mais des fibres de chanvre. Le but en fait étant d'alléger le matériau, d'optimiser les propriétés mécaniques et aussi au passage aussi d'alléger l'empreinte environnementale du produit. Donc là, c'est vraiment un bel exemple de développement qui a été fait par une société qui s'appelle APM. Alors APM, en fait, c'est une co-entreprise entre deux acteurs, donc un sous-traitant automobile, Forestia, qu'on ne présente plus, et une coopérative agricole qui s'appelle Interval. Et depuis quelques années maintenant, donc ces deux mondes qui a priori n'ont absolument rien à voir entre eux, ces deux mondes ont choisi justement d'établir, on va dire, des liens, des passerelles, et ont choisi de développer ensemble donc un matériau qu'on peut qualifier d'écomatériau, qui répond au moins en partie aux attentes justement environnementales et aussi réglementaires à venir. Concernant la réglementation, j'en parlerai peut-être un peu plus tard. Autre exemple
de semi-produits. Là, on est plutôt dans des applications composites, comme vous pouvez le voir. Donc là, quelques exemples qui ont été pris sur le net de structures sandwich qui intègrent donc en partie donc, des matériaux recyclés. Donc, et qui peuvent être achetés. Ce ne sont pas simplement je dirais, des développements qui sont faits au niveau de centres techniques ou au niveau de laboratoires académiques. On est vraiment là dans le cas de matériaux qui sont, je dirais, disponibles sur étagère, pour lesquels donc il y a effectivement un marché, et qui sont, je dirais, qui sont matures sur le plan de la fabrication. Autre illustration. Alors là, on retourne dans le domaine des composites, composites thermoplastiques. Il s'agit d'un développement d'une société qui s'appelle Cogit Composite. Et donc cette société avait cherché à un moment donné, j'imagine, à valoriser donc ces chutes de production, donc qui apparaissent ici, donc qui peuvent être, je dirais, de relativement grande taille. Donc là, en fait, ce sont des chutes de production qui sont issues d'un procédé de transformation, de mise en œuvre en fait de composites thermoplastiques par estampage. Donc l'estampage, c'est bien, mais ça génère beaucoup de déchets, ça génère entre 20 et 30% de chute, un peu comme le thermoformage. Et compte tenu du prix au kilo de ce type de matériaux, la société a justement cherché à valoriser en fait ces chutes de production. Donc là, l'idée est de découper donc ces chutes pour les remettre en forme par un procédé proche de l'estampage et pour fabriquer donc un moyeu de roues de vélo électrique. Donc vélo standard, évidemment, on aurait pu le faire, mais ça aurait manqué, ça aurait manqué un peu de challenge. Donc pour faire davantage dans l'air du temps, là c'est une roue un moyeu pardon, de roue de vélo électrique qui a été développé et qui répond encore une fois à un cahier des charges, à des spécifications bien précises. Donc là on est dans un bel exemple aussi de, de revalorisation matière, de revalorisation de chute de production pour une application durable. Alors là, justement, je parlais d'application durable. Donc là, j'ai une slide qui est un petit peu chargée au niveau de sa présentation, mais je vais d'abord vous la commenter et après, simplement, je vais l'animer. Je vais partir en fait de la moitié gauche en fait de la slide, où là, donc en gris, on voit apparaître le marché des thermoplastiques. Donc toutes les matières, encore une fois, transformées par injection, euh, rotomoulage, extrusion, etc. Donc cette filière donc, qui génère encore une fois 3,5 millions de tonnes de déchets par an. Alors déchets de production, mais surtout déchets post-consommation, vous l'imaginez. Donc une filière donc, associée donc à la filière de la plasturgie qui recycle déjà les matières plastiques. Alors elle commence, alors elle existe, elle est loin d'être aussi développée qu'il le faudrait, puisqu'on a moins de 10% en fait de ces déchets plastiques qui sont réinjectés dans le circuit en France. Donc si dans un pays économiquement développé, on est à peine à 10%, vous imaginez ce que ça peut représenter donc au niveau mondial. Malgré tout, cette filière existe donc, et représente en volume quand même quelques centaines de milliers de tonnes de matière recyclée chaque année. Donc avec quelques centaines de milliers de tonnes de matière, on peut déjà effectivement envisager des applications ou des réutilisations donc, dans le domaine de la plasturgie. Là au niveau en fait, la réflexion qui a été faite au niveau du groupe CETIM avec un développement qui s'est fait donc en Sud-Alsace au niveau du CETIM Grand Est, l'idée c'était de faire ce qu'on dit en mauvais français, de faire de l'upcycling d'une partie de ces déchets. L'idée, c'était de savoir, essayer d'imaginer de nouvelles solutions de valorisation pour ces déchets plastiques, plutôt que de se contenter, on va dire, à partir de déchets, de produire des granulés qui eux-mêmes vont être réutilisés pour faire des pots de fleurs ou des arrosoirs, si je caricature un peu. L'idée, c'était de récupérer cette matière qui a été recyclée pour en faire éventuellement autre chose. Alors autre chose, plus concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ça veut dire en fait plus spécifiquement, donc associer ce plastique qui a été recyclé à un renfort long ou continu, donc typiquement du tissu ou du mat. Ça peut être du carbone, ça peut être du verre, de l'aramide, ça peut être du lin, du chanvre, ça peut être une matière vierge, une matière recyclée, peu importe.
Au niveau du cahier des charges, je dirais qu'il faut que le matériau, enfin que le renfort, pardon, le renfort fibreux soit long ou continu, puisque c'est la longueur, encore une fois, du renfort qui va donner au matériau final ses propriétés mécaniques en termes de rigidité et de résistance. Et donc l'idée, c'était de développer une techno qui permette, encore une fois, d'associer ces déchets plastiques ou une petite partie du flux des déchets plastiques, de les associer à ces renforts continus pour produire des plaques en fait en composite thermoplastique, donc au travers d'une technologie qu'on a baptisée Thermoprime. Ces plaques en thermoplastique, compte tenu justement de la nature thermoplastique de la matrice, ces plaques peuvent être elles-mêmes justement revalorisées au travers d'une autre technologie qu'on a baptisée thermosaïque, qui permet elle-même de produire des plaques avec un niveau de résistance mécanique un peu inférieur par rapport à ceux de la technologie Thermoprime, mais malgré tout avec un niveau de résistance mécanique suffisamment élevé, comme on peut le voir ici. Alors, évidemment, ça n'est qu'un schéma de principe, mais l'idée étant, encore une fois, d'augmenter significativement les propriétés mécaniques donc d'un gisement de déchets thermoplastiques classiques pour transformer ça en semi-produit. Et le but, évidemment, c'est donc de faire en sorte que la filière donc actuelle alimente la filière en devenir, qui concerne ce que j'ai nommé les composites avancés. Et j'entends par composite avancé, en fait, les composites à matrice thermoplastique. Voilà. Sachant qu'historiquement, les composites, c'était plutôt des bases thermodures non recyclables. Là, il y a effectivement une belle opportunité en termes de recyclage avec des composites à base thermoplastique. Et donc, on gagne en fait sur les deux tableaux. On gagne donc sur le plan purement technique, puisqu'on dope en fait les propriétés mécaniques du produit. Et on gagne aussi en durée de vie, puisqu'on migre progressivement donc d'une matière à durée de vie courte, les thermoplastiques, à une matière ou un matériau à durée de vie longue, que sont les composites. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous avez un lien vers une vidéo qui vous décrit en fait ces technologies de recyclage, de revalorisation matière. Au niveau des enjeux industriels, alors je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que je vois que l'heure tourne. Au niveau des enjeux industriels, l'idée c'est quoi? C'est de répondre aux tendances du marché. Alors ça, c'est en faisant un raisonnement, je dirais, purement marketing. Et j'ai pris l'exemple, là aussi, que tout le monde connaît, qui est celui des articles à usage unique. Depuis quelques années, on voit apparaître justement donc des articles à usage unique, alors type paille, touillette café, gobelet, etc. On voit apparaître des produits justement issus de bioplastique, de PLA en particulier, donc polyacide lactique. En fait, le raisonnement qui était fait, enfin, du moins par une partie des industriels qui, comment dire, qui réalisent, qui produisent ce genre de produits, l'idée, je pense qu'il devait y avoir derrière tout ça, c'était de se dire qu'il suffisait en fait d'accompagner les tendances du marché, les tendances du consommateur, et finalement, on allait continuer à produire comme on faisait d'habitude. Sauf que, encore une fois, au-delà des attentes du consommateur, de l'évolution du marché, il y a encore une fois des contraintes qui sont beaucoup plus fortes, des contraintes environnementales qui se déclinent en fait en contraintes réglementaires. Et ce qui s'est produit relativement récemment, justement, concernant ces articles à usage unique, c'est qu'on a basculé en fait assez brutalement. Alors, il y avait quelques signes avant-coureurs, mais certains quand même ne voulaient pas y croire jusqu'au dernier moment. Assez brutalement, on a basculé en fait de ce système donc d'accompagnement, encore une fois, des tendances du marché à un système beaucoup plus restrictif, où là, en fait, le législateur a dit, de toute façon, que ce soit du pétro-sourcé ou du bio-sourcé, on n'en veut plus. Et donc, des produits de ce type-là, depuis le 1er janvier 2020, donc en fait, ces produits sont interdits à la vente. Voilà. Donc, on peut tout juste écouler les quelques produits qui seraient encore en stock au niveau des grandes enseignes de distribution, mais sur le territoire français, voire même européen. De toute façon, ça va être décliné dans tous les pays d'Europe, peut-être à des dates légèrement différentes, mais la tendance de fond est bien là. Donc, pétro-sourcé comme bio-sourcé, on n'en veut plus.
parce que justement ce type de produit présente trop de problèmes, on va dire, sur le plan environnemental. Donc c'est pour ça qu'en termes industriels, quand on fait des choix justement, quand on veut orienter une production pétrosourcée classique vers du biosourcé, est-ce que en fait le fait de basculer du pétrosourcé au biosourcé va être suffisant pour pérenniser l'activité de l'entreprise? Là, on a un bel exemple qui montre effectivement que des contraintes réglementaires dans ce domaine peuvent changer la donne en fait assez rapidement. Euh, Autre exemple par rapport à ça, où là, en fait, je vous donne l'exemple d'une autre entreprise voilà, que tout le monde connaît, et une marque qui est mondialement connue. Donc Evian qui appartient au groupe Danone, qui est passé en fait neutre en carbone. Alors non pas simplement au niveau de la bouteille, mais au niveau de toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire que de la production de la bouteille jusqu'à la distribution du produit en grande surface ou ailleurs, en fait, donc Evian déclare que sa bouteille a un impact environnemental neutre en carbone. Voilà. Donc là, on est dans un exemple où justement, on a, bon, de toute façon, comme je l'ai dit juste avant, derrière Evian, il y a le groupe Danone. On a l'exemple d'une multinationale qui forcément voit peut-être ou sûrement même à plus long terme que d'autres entreprises. Là, l'idée, c'est effectivement d'accompagner ces tendances, ces avances, ces attentes du consommateur, mais il y a aussi derrière toutes ces démarches, parce que vous imaginez que ça n'est pas neutre, hein, évidemment, en termes économiques, derrière toutes ces démarches, il y a aussi ni plus ni moins que la volonté d'anticiper des évolutions réglementaires enfin, qui vont venir dans les années qui viennent. Quand je dis dans les années qui viennent, c'est plutôt là sur le court moyen terme que sur le très long terme. Donc, c'est une communication, alors c'est en préparant ce webinaire que j'ai vu hein, cet exemple. Donc, vous voyez, ça date du 27 avril dernier, c'est tout récent. Donc, l'usine d'embouteillage Evian était déjà neutre en carbone depuis 2015, mais depuis 2020. Donc là, encore une fois, c'est la totalité de la chaîne de valeur qui est neutre en carbone. Et beaucoup d'autres entreprises, effectivement, ont une réflexion globale où le but pour elles, ça n'est pas forcément simplement de se limiter à l'intégration d'un peu de biosourcé, d'un peu de recyclé pour pérenniser, je dirais, la production ou le modèle économique actuel. Il y a des réflexions effectivement beaucoup plus profondes qui peuvent être faites. Donc, encore une fois, on accompagne là les tendances. Par contre, sur le très long terme, on peut quand même se poser des questions. Alors, sur, je dirais, la bouteille en tant que telle et l'usage qui en est fait, parce qu'en fait, alors que la bouteille soit neutre en carbone, c'est très bien. Malgré tout, il s'agit en fait de ce qu'on appelle un produit ou un article à usage unique. Là, j'ai repris la définition justement de plastique à usage unique dans le journal officiel de décembre 2019. C'est bien un produit en plastique à usage unique qui se définit comme un produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique. Donc là, on est quand même, je dirais, par rapport au mode de fonctionnement, à l'usage qui en est fait, on est, je dirais, dans le mode de fonctionnement, dans l'usage un peu historique, où en fait, une fois qu'on a consommé cette bouteille, elle va être jetée. Alors même si elle est neutre en carbone, elle va être jetée. Et visiblement, la réglementation a tendance à dire que dans les années qui viennent, il faudra trouver une réutilisation, une valorisation qui soit autre que la simple valorisation matière. Et en fait, les réglementations vont être beaucoup plus strictes dans ce domaine. Voilà, malgré tout, encore une fois, je pense qu'à ma connaissance, du moins dans ce domaine, dans le conditionnement, je pense que l'exemple d'Evian donc est assez intéressant parce qu'il a quelque part, on voit bien que cette entreprise a une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Mais ce qui fait figure d'exception actuellement fera en fait enfin sera généralisé dans les années qui viennent. Au niveau des enjeux de société, donc là j'ai repris simplement quelques logos. Donc avec au niveau
pour en revenir au sujet des plastiques recyclés ou biosourcés, donc je vous ai renvoyé là aussi un lien sur YouTube, d'une intervention d'Emmanuel Macron. Alors, Emmanuel Macron en tant que président, hein, pas en tant que candidat, donc, puisque c'est daté de 2019. Donc, où là, en fait, il était dit que 100% du plastique devait être recyclé en France d'ici 2025. Bon, voilà, après on peut penser ce qu'on veut de ce type de déclaration. Ça a au moins le mérite, je dirais, de fixer un cap, hein, pour paraphraser notre président, même si sur le plan industriel, on sait pertinemment qu'on n'arrivera pas à 100% de recyclage. Donc d'ici 2025, on voit quand même qu'il y a une tendance lourde vers la valorisation donc, des déchets plastiques. Et au-delà du recyclage matière, il y aura aussi une évolution assez forte aussi qu'on va pouvoir observer, je dirais, au niveau des usages de ces matériaux. Donc là, l'ISO 26000 qui apparaît donc au niveau de l'image de droite, donc c'est en fait la norme ISO qui traite de la responsabilité sociétale des entreprises. Donc là aussi, vous avez actuellement peu d'entreprises qui sont ISO 26000, mais dans les années qui viennent, enfin beaucoup d'entreprises, enfin dans les grands groupes surtout, beaucoup y travaillent, et dans les années qui viennent, on verra effectivement de plus en plus d'entreprises, de sociétés privées s'aligner sur ce standard ISO 26000. Alors qu'il n'est peut-être pas parfait. Alors loin de là, hein, je n'ai pas toutes les compétences pour juger du contenu ni même de la pertinence de cette norme, mais disons qu'on en parle beaucoup et donc beaucoup d'entreprises travaillent en fait au fait d'intégrer, de rentrer dans le cahier des charges qui est imposé justement par ces normes ISO. On aurait pu citer aussi d'autres choses, hein. Il y a l'ISO 14001 sur le management environnemental, etc. Donc là, ce sont je dirais des normes dont on entend parler de plus en plus fréquemment, où on voit qu'en termes d'exigence, on est bien au-delà de l'ISO 9001. ISO 9001, c'est apprendre, je dirais, à produire un objet dans des conditions, je dirais, reproductibles en termes de qualité. Là, à cette exigence, je dirais, de base, hein, qu'on attend au niveau de la production industrielle, vous avez des strates successives qui viennent s'ajouter donc à l'ISO 9001 et qui vont devenir en fait les standards de demain. Alors au niveau des enjeux de société, je voulais juste finir cette présentation, donc justement pour répondre aux contraintes réglementaires de demain. Alors les contraintes réglementaires de demain, ça pourrait être celle-ci. Là, je vous ai donné une illustration liée à ce qu'on appelle la réutilisation. Donc là, les termes sont précis en termes d'économie circulaire. La réutilisation, c'est vraiment un terme qui est utilisé pour trouver en fait un nouvel usage à un produit en fin de vie qui ne correspond pas à l'usage initial. Et donc là, vous avez un exemple d'une belle ou de belles réalisations donc, qui ont été faites au Danemark. Donc là, j'ai une deuxième slide à vous montrer. Donc là, voilà, vous avez un peu de mobilier urbain, des aires de jeu pour enfants, où là, en fait, on utilise un produit en fin de vie donnée, donc une pale d'éolienne en l'occurrence, et qu'on va réutiliser, qu'on va adapter, on va dire, au nouvel usage. L'idée étant, encore une fois, de limiter l'empreinte carbone de ces réalisations par la valorisation d'objets en fin de vie. Donc là, encore une fois, on voit qu'on va bien au-delà de la simple démarche, du raisonnement de matériaux en fin de vie, recyclés, enfin broyés plus ou moins grossièrement pour reproduire du granulé. Donc là, on est vraiment dans des démarches qui sont un peu plus élaborées, un peu plus complexes, mais qui demandent aussi une connaissance et une maîtrise des matériaux. Parce que connaître les propriétés résiduelles des matériaux, c'est important aussi, évidemment, pour ces applications-là. Donc là aussi, il y a de l'expertise qui est liée à la connaissance des matériaux. Alors, ça n'est plus, encore une fois, ça ne correspond plus aux propriétés des matériaux à l'état neuf, mais à ce qu'on pourrait appeler des propriétés résiduelles, mais qui pourraient être, encore une fois, ces aspects-là pourraient être davantage, je dirais, exploités par la suite pour permettre de belles réalisations, en fait, comme celle-ci. Et ce qui fait, encore une fois, la figure d'exception ici, c'est, du moins au niveau européen, d'un point de vue réglementaire, ce qui nous attend dans les années qui viennent.
Alors, les verrous qui sont liés à l'utilisation des plastiques recyclés ou biosourcés, donc là, je vais aller vite là, pour la fin de cette présentation. Je pense que d'une façon générale, et on le voit même quand on communique donc à l'occasion de journées techniques, on voit que globalement, il y a une certaine méconnaissance qui est liée justement à l'état de l'art sur le recyclage des plastiques et composites, et sur le niveau de maturité industrielle aussi de ces filières. Et concernant les biopolymères, qui a aussi une certaine méconnaissance liée à ces matériaux, quels sont les points communs, les différences par rapport aux pétrosourcés, etc. Donc il y a effectivement globalement une méconnaissance de ces deux types de matériaux, de ces deux alternatives. Alors ce sont deux briques technologiques, encore une fois, ce ne sont pas forcément des solutions miracles qui vont permettre de résoudre tous les problèmes, mais il faut bien les connaître et en cerner, encore une fois, à la fois les avantages et les limites. Et donc pour ça, donc au niveau du groupe CETIM, enfin au niveau même de la marque CETIM Academy, il y a une formation qui s'appelle M86. Donc j'ai l'opportunité d'animer, qui vous permettrait d'aller plus loin en fait dans la connaissance en fait de ces matériaux. Voilà. Donc, concernant les objectifs, les points clés abordés, la présentation en fait est assez, je dirais, classique au niveau de son contenu. Alors dans les généralités, il y a beaucoup de considérations au niveau justement des plastiques biosourcés ou recyclés, beaucoup de définitions sur ce qu'on entend exactement par matière recyclée ou par matière biosourcée. Donc on peut avoir des surprises, hein. Donc, mais bon, voilà, je vais pas parler de cette formation avant l'heure. Si le sujet vous intéresse, vous aurez la possibilité, encore une fois, de me recontacter. Et donc, après les deux modules, évidemment, les plus importants étant les composites et plastiques biosourcés ou leurs pendants, composites et plastiques recyclés. Alors, en marge, je dirais, de cette formation qui est vraiment une formation orientée matériaux, j'ai voulu mettre en avant donc deux formations plutôt en lien avec l'éco-conception, deux formations proposées donc par le groupe CETIM, euh, donc, euh, qui sont proposées par le CETIM de Saint-Étienne pour être plus précis. Une petite formation en ligne, enfin c'est plus une information de 4 heures sur les enjeux de l'éco-conception et un stage un peu plus long d'une durée de 2 jours, donc sur la mise en place en fait de la démarche d'éco-conception dans les développements de produits. À côté de ça, donc là j'ai simplement mis à titre d'info quelques stages complémentaires qui sont proposés au niveau du CETIM, mais en lien plus largement, en lien avec les plastiques. Donc aussi bien au niveau de la connaissance des matériaux que de la conception et des procédés de transformation. Donc je peux passer volontairement un peu plus vite là-dessus. Enfin, pour aller plus loin, vous avez différents accès à la mécatech avec beaucoup de notes de veille et de rapports techniques donc édités par le CETIM. Donc une partie en fait est en libre accès, même si une partie est réservée aux cotisants, une autre partie effectivement est en libre accès. Et vous pouvez suivre évidemment notre actualité au travers des pages, des liens qui sont présentés ici. Vous avez aussi au niveau des techniques de l'ingénieur, pendant la durée donc de ces webinars, vous avez la possibilité d'avoir accès à un certain nombre d'informations en ligne, donc au travers, encore une fois, de la présentation que vous allez recevoir. Voilà, je pense en avoir fini. Monsieur Souma, je vous passe la main. Merci beaucoup, Monsieur Ruche, pour cette excellente présentation. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite tous les participants à répondre à ce sondage de satisfaction.
Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à répondre à nouveau à cette dernière question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Ruche. Quels sont les avantages des bioplastiques par rapport aux plastiques recyclés? Alors en fait, au niveau de ces deux classes de matériaux, faut pas forcément les opposer. Donc opposer matière recyclée ou matière biosourcée ou bioplastique. Il n'y a pas nécessairement donc une matière qui est entre guillemets meilleure qu'une autre. Tout va dépendre en fait de la nature de l'activité de l'entreprise qui souhaite réduire son impact, son empreinte carbone, son empreinte environnementale. Je pense que la bonne question à se poser en premier lieu, c'est celle justement de, la réduction en fait de l'empreinte carbone par rapport à une activité donnée. Et donc à partir de cette réflexion, je dirais qui est très générale, après le choix peut être fait délibérément de s'orienter vers une optimisation ou une réduction de l'empreinte environnementale uniquement au niveau des matériaux. Mais ça n'est dans l'absolu, ça n'est peut-être pas forcément la solution, je dirais, idéale. Faut voir, faut étudier les différents aspects, encore une fois, donc liés à l'activité de l'entreprise. Après, si le choix se restreint donc aux écomatériaux, en termes de diminution de l'empreinte carbone, ça va dépendre, le choix entre bioplastique et matières recyclées, ça va dépendre des marchés. Euh, Vous avez en fait, je vais dire ça comme ça, en termes de possibilités ou d'opportunités d'utilisation de matériaux, il y a quand même a priori plus de choix du côté des matériaux recyclés que des matériaux biosourcés. Donc ça, c'est lié en fait à des différences de maturité industrielle entre les deux filières. Je ne dirais peut-être pas forcément ça dans 10 ans, mais pour le moment, de façon objective, les chiffres sont là. Voilà, il y a peut-être plus intérêt, je dirais, de façon très générale, à utiliser des matériaux recyclés que des matériaux biosourcés. Matériaux biosourcés, ça suppose déjà qu'il faut les produire. Matériaux recyclés, on a en fait un gisement de déchets plastiques qui est absolument énorme. Depuis le début des années 50, on est à 8 milliards de tonnes de matières plastiques produites en cumul. On en a valorisé sous forme de matière à peu près 10%. Donc ça vous donne une idée quand même de la marge, de la taille du gisement et de la marge de progression qu'on peut avoir à ce niveau-là. Même si on ne va pas recycler évidemment la totalité des déchets. Voilà ce que je peux dire de façon très rapide. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Les solutions recyclées et biosourcées présentées sont-elles toutes recyclables? Bonne question. Alors les solutions en termes de R&D, ce que j'ai présenté par rapport à l'activité donc de R&D au niveau du site de Mulhouse, la réponse est oui, effectivement, c'est les matériaux enfin, sur lesquels on compte, enfin, que l'on compte recycler. À la base, on a des matériaux thermoplastiques, donc effectivement, on peut imaginer trouver une valorisation donc autre que l'incinération ou l'enfouissement. Donc concernant les plastiques recyclés, enfin les thermoplastiques plus exactement, on a effectivement des solutions de valorisation. Concernant les bioplastiques, effectivement, on a des solutions de recyclage aussi. Tant qu'on est dans le thermoplastique, en fait, la condition sine qua non, c'est ça. Il faut que la matière soit fusible. Il faut qu'en jouant sur la température, on puisse remettre en forme la matière. Voilà. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Concernant l'interdiction des articles plastiques à usage unique, les articles en plastique biodégradable sont-ils Oui, interdits par la directive européenne? ça c'est une très bonne question. Alors ça a beau être un bioplastique, ça reste un article à usage unique.
Parce que là, la réglementation européenne, elle ne raisonne pas en matière. Elle raisonne en, je dirais, en usage. Donc, article à usage unique, ça peut être justement du thermoplastique, enfin du pétrosourcé, du biosourcé. C'est purement et simplement interdit. Donc, il faut apprendre à s'en passer. Donc, il faut que les usages, effectivement, à ce niveau-là, évoluent d'une façon ou d'une autre. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Où en est-on du recyclage des composites à base de fibres de carbone? Alors, fibre de carbone, il y a énormément de travaux et développements qui ont été faits autour des composites renforcés de fibres de carbone. Quand on entend parler de recyclage composite une fois sur deux, on voit des articles en lien avec la valorisation des carbones, des fibres, enfin, pardon, des composites qui intègrent de la fibre de carbone. Alors, je vais répondre à la question, hein, je vous rassure, mais je voulais juste, comment dire, faire une petite remarque avant de parler de fibre de carbone. Le marché des composites, à 95%, vous avez un renfort en fait qui est du tissu de verre ou du mat de verre. Et le marché en volume, hein, le marché des composites qui contiennent de la fibre de carbone, c'est c'est moins de 5% du marché. Donc ça reste vraiment un marché de niche si on raisonne purement en termes de gisement. Alors pourquoi autant de monde justement s'intéresse à la valorisation des fibres de carbone, qui ne représentent que 5% du marché à peine? C'est parce que le carbone, évidemment, est très cher. Vous avez une fibre qui est à plusieurs dizaines d'euros du kilo. Donc là, en fait, que la fibre de carbone soit associée à du thermodur ou du thermoplastique, on arrive effectivement, enfin, il y a des technos qui existent qui permettent de valoriser la fibre de carbone, qu'elle soit associée, encore une fois, à un thermodur ou à un thermoplastique. Mais si on se donne la peine même d'avoir recours à des technos assez onéreuses pour valoriser cette fibre de carbone, c'est encore une fois uniquement pour des raisons économiques. C'est parce que la fibre de carbone est à plusieurs dizaines d'euros du kilo. Et donc l'obstacle que je vois dans la valorisation des déchets, si on raisonne plus largement déchets, c'est que ces technos qui existent donc pour la fibre de carbone ne peuvent pas être transposés en fait à la valorisation ou au recyclage donc des composites contenant de la fibre de verre, pour parler des bases thermodures. Parce que sur le plan économique, ça ne passe pas. Le mat de verre, on est à 2-3 euros du kilo, pareil pour du tissu de verre. Donc, on ne va pas pouvoir, je dirais, mettre par-dessus ça une techno qui va coûter peut-être 5 euros du kilo ou 10 euros du kilo pour valoriser du composite thermodur qui contiendrait de la fibre de verre. Après, sur le plan technique, donc, concernant la valorisation du carbone, très rapidement, qu'est-ce qui est fait? Sachant que l'immense majorité des applications composites carbone, donc c'est en association avec du thermodur, il faut trouver un moyen pour séparer justement le thermodur de la fibre de carbone. Et là, donc les technos qui existent, qui sont les plus utilisés, ce sont des technologies en fait de valorisation par voie thermique. Donc on chauffe en fait le composite à des températures et des atmosphères, enfin températures suffisamment élevées pour dégrader la matrice thermodure, tout en préservant la fibre de carbone. Donc il y a une petite filière, mais c'est une toute petite filière hein, parce que les volumes sont confidentiels. Alors comme la matière coûte très cher sur le plan économique, on arrive à s'y retrouver, mais vous avez quelques acteurs en Europe effectivement qui valorisent la fibre de carbone. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Avez-vous connaissance de matériaux responsables, sourçables, hygiéniques et nettoyables en France? Matériaux responsables. Ah, qu'est-ce qu'on entend par responsabilité? Il y a beaucoup de critères là, dans le cahier des charges, là, beaucoup d'attentes. Après, tout dépend du marché. Là, c'est quand même difficile de répondre à ce type de questions. Il faudrait étudier le sujet. Voilà, je réserve ma réponse modestement. En fait, bon, ce que je peux simplement dire, hein, je vais m'en sortir un peu par une pirouette, mais le super matériau à la fois biosourcé, pas cher, recyclable à l'infini, avec des propriétés mécaniques élevées, on ne l'a pas encore trouvé, quoi. Voilà. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Peut-on imaginer des traceurs dans les plastiques permettant de faciliter leur tri et donc leur recyclage? Alors, excellente remarque. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été fait.
Alors là, c'est du côté de la plasturgie traditionnelle, on va dire. Au niveau de la formulation justement du plastique, je sais qu'il y a des travaux qui ont été faits. L'idée étant d'incorporer une charge, mais vraiment en très très faible quantité, une charge en fait qui contiendrait un élément chimique un peu exotique pour pouvoir justement identifier les matières. Alors je sais que les travaux ont été faits et disons qu'au niveau de la faisabilité, on a montré que ça fonctionnait. Moi, le souvenir que j'en ai, c'est que en fait, cette option technologique avait été proposée à l'industrie automobile pour faciliter justement le choix le tri pardon, de ces pièces plastiques. Et cette solution n'avait pas été retenue parce qu'elle était trop chère. Mais en fait, quand je dis qu'elle était trop chère, ça représentait un surcoût de l'ordre de quelques centimes sur le prix au kilo de la matière, hein. On n'était pas à 3 euros du kilo en plus, hein. Mais la solution technologique existe. Donc maintenant, est-ce que les contraintes réglementaires, justement, permettront de l'imposer ou de la développer? C'est possible. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Le terme bioplastique englobe-t-il les plastiques biodégradables? Alors ça aussi, c'est une très bonne question. En fait, justement, dans la formation M86, je donne des définitions de bioplastique, biopolymère. Alors, ça sonne presque de façon identique à l'oreille, mais bioplastique et biopolymère n'ont pas les mêmes définitions. Alors, je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail, mais sachez simplement que dès que vous entendez bio quelque chose, apprenez à vous méfier et demandez quelques précisions justement par rapport aux matériaux. En fait, quand j'avais monté cette formation il y a quelques années, quand j'ai cherché des définitions officielles, un peu normalisées, je dirais, concernant les biopolymères, les bioplastiques, je me suis rendu compte, en fait, avec surprise, avec grande surprise même, que bioplastique, c'est en fait c'est plus un concept marketing qu'une définition rigoureuse d'un matériau. Et dans bioplastique, on peut mettre absolument n'importe quoi. On peut mettre des produits justement qui sont, enfin des matières plastiques qui sont biosourcées, euh, en totalité ou en partie. Et donc quand on dit justement, on entend par bioplastique un plastique partiellement biosourcé, vous pouvez très bien avoir justement un mélange de pétrosourcé et de biosourcé et vous dites que c'est du bioplastique. Donc apprenez à vous méfier justement de ces définitions et enfin de ces termes, pardon. Et le but en fait de la formation justement, c'est comment dire, de se méfier, apprendre à se méfier aussi des faux semblants ou des concepts marketing un peu trop séduisants, un peu trop vendeurs. Voilà, bioplastique, à titre personnel, c'est pas le terme effectivement que je préfère. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Pour les matériaux recyclés ou biosourcés, a-t-on une garantie de qualité, des caractéristiques techniques et de durée dans le temps? Eh bien oui, alors pas pour tout, évidemment, mais donc c'est pour ça justement que je parlais dans les verrous qui étaient liés à l'utilisation des plastiques recyclés. Alors j'aurais pas dit ça forcément il y a une dizaine d'années, hein, mais en fait la filière du recyclage des plastiques s'est énormément développée, industrialisée et professionnalisée entre guillemets. Et vous avez en fait chez un certain nombre d'acteurs des matières qui sont enfin, produites, des matières recyclées qui sont proposées avec une fiche technique, comme vous allez en trouver une, comme vous trouverez en fait une fiche technique matière de plastique vierge, avec un certain nombre justement de caractéristiques garanties au niveau, je ne sais pas, du choc Charpie, des valeurs en termes de résistance mécanique, de rigidité, je ne sais pas, tenue au feu, que sais-je encore. On a effectivement pour, je dirais, une partie des plastiques qui sont recyclés, on a en fait des garanties justement, aussi bien en termes de volume d'approvisionnement que de constance dans la qualité. Donc la filière en fait du recyclage s'est beaucoup professionnalisée ces dernières années. Merci, monsieur, pour cette réponse.
Question suivante. Comment s'assurer que les plastiques recyclés respectent la réglementation REACH and POP et POP? Pardon. Alors là aussi, alors ça c'est une grande question. Il y a aussi effectivement les aspects réglementaires. Alors je suis pas forcément, enfin je suis pas du tout même un hyper spécialiste de la réglementation REACH. Il y a des gens au niveau du groupe CETIM, enfin Senlis en particulier, qui sont beaucoup plus, je dirais, savants sur le sujet. Alors en fait, la réglementation REACH ne s'applique pas directement au plastique. Par contre, elle s'applique aux additifs qui peuvent être présents dans les matières plastiques. Alors, il n'y a pas de réponse unique en fait à cette question. Ça va beaucoup dépendre en fait du type de recyclage et du type de matière plastique qui va être revalorisée. Mais vous avez, je vais donner enfin une moitié de réponse. Vous avez certains plastiques qui présentent effectivement des garanties équivalentes à celles des matériaux vierges, y compris vis-à-vis de REACH. Par contre, au-delà de REACH, c'est vrai qu'il y a des contraintes, enfin pas des contraintes, hein, mais des, des incertitudes, je vais plutôt appeler ça comme ça, des incertitudes réglementaires par rapport à ce qu'on appelle la sortie du statut de déchet. Puisqu'il y a une définition normalisée qui correspond en fait à un déchet industriel ou même déchet post-consommation. Et en fait, pour que ce déchet dont on veut se débarrasser retourne à l'état de statut de matière vierge ou de matière première secondaire, comme on le dit, en fait, il faut quand même que ça obéisse à un certain nombre de contraintes. Et là, effectivement, même en termes réglementaires, les choses sont en pleine évolution. Voilà. Si l'Europe effectivement incite à utiliser davantage donc de matières recyclées, il faut que d'un point de vue réglementaire, les choses évoluent aussi et aillent de pair avec cette attente et cette exigence. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Que pensez-vous de l'utilisation de balsa déjà commercialisée pour les âmes de sandwich composite pour le marché européen? Certes biosourcées, mais issues des forêts d'Amérique du Sud. Bonne question. Alors le balsa, c'est vrai, utilisé de longue date dans certaines structures sandwich. Euh, est-ce qu'il faut forcément, alors est-ce qu'il faut forcément juste s'interdire d'utiliser du balsa? Je n'en sais rien. Euh, Simplement, ce qui peut être dit, en fait, ce matériau d'âme est utilisé parce qu'il possède quand même des propriétés mécaniques que d'autres matériaux synthétiques, on va dire, ont- ont du mal à atteindre. Euh, on est, alors au-delà de cet exemple précis du balsa utilisé comme matériau d'âne dans les structures composites, se pose la question plus largement de l'utilisation du bois. Ça me fait penser en fait justement au salon de jardin qu'on va pouvoir acheter soit en plastique, soit en teck, soit en forêt issue justement d'exploitation durable. Je pense que la bonne solution, ce serait peut-être trouver justement un mode d'utilisation et d'exploitation qui serait durable, hein, qui permette en fait de satisfaire tous les parties, aussi bien justement l'utilisateur donc de ce matériau que celui en amont évidemment qui exploite donc qui exploite le balsa. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille s'interdire nécessairement d'utiliser ce matériau, mais réglementer son usage, oui, certainement. Merci pour cette réponse. Question suivante. Est-ce que le système de codage d'identification des résines reste utile pour identifier tous ces nouveaux matériaux? Est-ce qu'il faudrait l'élargir? Alors le codage, je pense qu'on entend par codage les numéros qu'on voit parfois, donc qui vont de 1 à 7 sur les plastiques. Je ne sais plus, je crois que 1 c'est le PET, je ne me souviens plus, 2 le polyéthylène, etc. Alors effectivement, alors ce codage ou ce mode de reconnaissance, je pense qu'historiquement, ça devait être le plus ancien mis en place. Donc il présente pas mal de limites, effectivement. On pourrait passer à autre chose. Alors même en termes d'identification et de tri dans les filières du recyclage, on n'utilise pas du tout ce codage, hein. Alors c'est vrai que ça subsiste, on le retrouve sur un certain nombre d'articles. Maintenant, je doute que beaucoup d'industriels s'appuient là-dessus pour faire du tri.
Voilà, c'est plus je dirais qu'actuellement, c'est plus un peu un gadget, un élément de communication qu'autre chose, hein, parce qu'on voit en fait au-delà du chiffre, il est intégré justement à un symbole triangulaire qui suggère qu'on a une matière recyclée. Donc je pense que ça doit faire bien au niveau du produit, quelle que soit sa fin de vie. Mais voilà, c'est vrai que ce système de codage est complètement obsolète. Merci, monsieur, pour cette réponse. Et je vais prendre une dernière question. Pour les matériaux composites, quelles sont les possibilités de fin de vie? Alors pour les matériaux composites, le marché actuel des composites, dans plus de 90% des cas, c'est du thermodure. Et les thermodures, dans plus de 90% des cas, ça part en enfouissement. Donc l'avenir des déchets composites tels qu'on les fabrique depuis 50 ans, c'est l'enfouissement. Là, j'ai aucune solution malheureusement à proposer. Il y a énormément de travaux qui ont été faits. Et encore une fois, sauf à sauver les quelques pourcents qui contiennent de la fibre de carbone, tous les autres partiront en enfouissement. Alors, quelle alternative à ça? Alors, par rapport aux composites qui ont été produits, malheureusement, je dirais qu'il y a peu, voire pas de solution, sauf à imaginer des réutilisations de matériaux, comme l'exemple que j'ai montré à la toute fin de la formation, où là, on récupère des pales d'éoliennes, on les découpe, on les réagence, etc., on les teste aussi, et on en fait un autre usage de longue durée. Alors ça, c'est vraiment, ça c'est l'idéal. Maintenant, vu le nombre de pales d'éoliennes qu'il va falloir recycler dans les années à venir, on risque de construire beaucoup de bancs publics et d'aires de jeu pour les enfants. Je doute que le marché puisse absorber tout ça. Mais multiplier peut-être des réutilisations de certains de ces produits en fin de vie, ça c'est peut-être une partie de la solution malgré tout. Autrement, le reste, malheureusement, effectivement, c'est l'enfouissement pour tout ce qui a été produit. Alors malgré tout, l'avenir n'est peut-être pas forcément si sombre, puisqu'il y a quelques années, vous avez donc des composites que j'ai appelés composites avancés, donc qui sont des matériaux donc, haut niveau de résistance mécanique, mais qui sont des bases thermoplastiques. Et ces matériaux-là, donc dans le monde justement des composites, petit 1 peuvent être produits en grande quantité et petit 2 peuvent être valorisés. Donc là, il y a un gros potentiel de valorisation pour les bases thermoplastiques et en termes de recyclage matière, très peu d'espoir pour les thermodures historiques. Et peut-être une opportunité de développement là, dans la réutilisation, voilà, plutôt que dans le recyclage matière. Merci beaucoup, monsieur Ruch, pour toutes ces réponses. Il est temps pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinar. Plastique et composite recyclés ou biosourcés. Merci beaucoup à notre intervenant, monsieur Ruch. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinar d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar. Merci, au revoir.